Fabrice Boutillon, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous aujourd'hui pour nous parler de votre ouvrage Nazisme et Révolution, publié aux éditions Fayard. Dans cet ouvrage, vous revenez sur l'une des causes du nazisme qui serait la Révolution. Vous expliquez qu'avant la Révolution française, l'Occident vivait sous un régime de garantie théologique politique. Quel rôle a ensuite joué l'Allemagne pour ruiner cette garantie théologique ? Mais ce que je pense en effet, c'est que pour comprendre le surgissement du nazisme dans un passé très récent, il faut remonter au passé le plus éloigné en fait de l'Occident. Je crois que le phénomène totalitaire, il est au débouché de toute une histoire qui commence aux origines de la nôtre. Et si je parle effectivement de la Révolution française, c'est simplement pour pointer une étape qui a été importante dans le chemin qui a mené au nazisme, mais je pense qu'en effet, le nazisme appartient à un phénomène qui est beaucoup plus ample, qu'on appelle le phénomène totalitaire, et que en effet, c'est à partir de la Révolution qu'on peut penser le totalitarisme. Ce que je pense, c'est que à partir de la Révolution, le problème politique fondamental est de savoir comment réconcilier la gauche et la droite, comment arriver à les faire de nouveau tenir ensemble dans une construction politique alors qu'elles se sont séparées, déchirées précisément sur ce problème. C'était le cas en Allemagne. Tant que Bismarck était là, vous aviez une sorte de légitimité de substitution qui était justement la légitimité personnelle du prince de Bismarck. Quand il est parti, l'empire qu'il avait fondé s'est trouvé aussi faible que l'était à la même époque la République française. Et donc, moi j'appelle centrisme toute entreprise politique qui vise à réconcilier la gauche et la droite. Et quand j'y pense, je crois que les centrismes, qui sont extrêmement nombreux, peuvent se partager entre deux familles essentielles. Soit vous êtes centriste par exclusion des extrêmes, c'est-à-dire vous êtes au centre parce que vous dites non à la gauche, non à la droite, non à l'extrême gauche, non à l'extrême droite. Mais vous avez un deuxième type possible de centrisme, qui est le centrisme par addition des extrêmes. Et donc là, je veux réconcilier la gauche et la droite en disant, je veux faire tenir ensemble et l'extrême gauche et l'extrême droite. Mais donc, pour penser le totalitarisme, c'est le centrisme par addition des extrêmes qui me paraît important, car vous regardez justement le national-socialisme. Vous avez clairement une tentative d'addition des extrêmes. Le nationalisme, valeur locale de droite, voyez-vous, le socialisme, valeur universelle de gauche, et de ce point de vue, il me semble que le national-socialisme peut être rangé donc, dans cette vaste catégorie des centrismes par addition des extrêmes. Je pense que le bonapartisme est une pierre miliaire sur la route qui nous a conduits au totalitarisme. Je ne pense pas que le bonapartisme soit un totalitarisme. De même, au XXe siècle en France, vous prenez quelque chose comme le gaullisme. Vous voyez, le gaullisme, à certains égards, additionne lui aussi les extrêmes. Et d'ailleurs, la comparaison entre le gaullisme et le bonapartisme est ancienne. Je ne prends pas du tout le gaullisme pour un totalitarisme. Pour faire ces études, vous appelez la philosophie, l'histoire bien sûr. Ce sont des études fondamentales pour comprendre l'histoire. Une de mes convictions, c'est que l'histoire politique de l'Occident a une dimension philosophique et que l'histoire philosophique de l'Occident a une dimension politique. Et pour le dire vite, ça tient à quoi ? Ça tient au fait que le fonds de commerce le plus ancien de la philosophie occidentale, depuis les Grecs et depuis même avant Socrate, les présocratiques, c'est la question justement du lien entre le local et l'universel. Vous voyez, la spécificité de la Grèce dans l'histoire humaine, c'est qu'elle est la première culture locale qui, au centre de soi-même, est posée la question de l'universel. Et ça se traduit par l'invention de ces deux disciplines typiques de l'universel que sont la mathématique, d'une part, et la philosophie, d'autre part. Et ça va vous donner, entre autres, la création de cet édifice extraordinaire qu'on appelle le droit romain. Voyez-vous, un droit
tout à fait concret, local, mais qui est totalement sous-tendu par la philosophie grecque, voyez-vous. Or, dans l'Empire romain, il y a déjà une dimension totalitaroïde, vous voyez, c'est une construction totalement englobante, vous voyez, avec une dimension quand même autoritaire et dictatoriale. Donc je pense que pour comprendre l'histoire de l'Occident, l'histoire politique la plus concrète, on a besoin de la philosophie. À partir de ce moment-là, on a une sorte de Tertullium Gaudens, de troisième larron, qui est justement là, qui est la théologie, vous voyez, qui va nouer des rapports extrêmement complexes avec justement la philosophie, avec la politique. Et je n'aurai aucune difficulté à vous donner des multitudes de textes, d'images, dans lesquels il est clair que la propagande nazie présente Hitler comme un nouveau messie, applique à Hitler tous les moyens nécessaires pour en proposer une espèce de divinisation.